La dépravation des mœurs et cette jeunesse, cette génération qui est de plus en plus prise au piège, on va le dire, des médias sociaux et qui se laisse aller. Nous en parlons ce matin avec notre invité. Il s'agit du docteur Sabine Etafouda Bitzoa. Elle est psychosociologue. Elle est sur notre plateau ce matin. Bonjour docteur. Bonjour Gladys et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Alors ce matin, nous parlons d'un phénomène qui tend à se généraliser. Les élèves ont certes repris le chemin de l'école depuis quelques jours déjà, depuis lundi, mais l'on se souvient encore des scènes qui ont été vécues les années précédentes. On a eu le cas du lycée de Kribi où des enfants se sont retrouvés dans un immeuble en train de tourner des scènes obscènes qu'ils ont pris le soin de filmer. Et on a de plus en plus cette dépravation des mœurs, cette forme de prostitution déguisée maintenant qui s'est déporté vers les réseaux sociaux. Comment comprendre justement cette génération-là qui est prise au piège? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est prise au piège des médias sociaux ou alors c'est la gestion que l'on n'arrive pas véritablement à contrôler? Prise au piège, je dirais pas tout à fait, parce que il y a des enfants, des élèves qui sont bien appris, qui sont bien encadrés, qui sont dans les réseaux sociaux et qui savent sélectionner ce qu'ils reçoivent, même de leurs camarades ou de quiconque. Donc, c'est un peu, je ne peux pas dire de manière péremptoire comme ça que la jeunesse ou la génération présente est prise au piège. Seulement, effectivement, les faits qui restent têtus sont présents et il est important de les comprendre. Et la compréhension qu'on peut en avoir, c'est effectivement dans la gestion que nous, les parents et les régulateurs institutionnels que nous connaissons, qui doivent organiser justement l'espace virtuel, l'espace des TIC. Vous vous souvenez très bien que les enseignements de manière générale sur les technologies de l'information et de la communication sont dispensés aux élèves dès les tout premiers âges de l'école. Donc, effectivement, il est important que ces élèves qui sont donc déjà initiés au TIC puissent être également informés sur les dérives éventuelles. Donc, je dirais qu'il y a ce problème de gestion qui fait que le mauvais grain se mélange avec de très bons grains qui existent et finissent par justement pervertir ces enfants qui ne demandent qu'à recevoir des informations à travers les réseaux sociaux, à travers Internet et à être en contact avec et leur famille et leurs camarades, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Et vous avez parlé tout à l'heure des parents qui devraient également encadrer, des parents qui devraient être attentifs à comment est-ce que les enfants utilisent les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est toujours évident de faire ce contrôle-là? On a par exemple le réseau social TikTok qui a été interdit dans plusieurs pays. Parce que justement, ce qui se passe de ce côté, on fait en sorte que les dirigeants de ces différents pays-là demandent que le réseau social soit purement et simplement suspendu. Un parent, par exemple, qui a un enfant qui lui dit « j'ai besoin du téléphone pour travailler, pour faire des exercices », est-ce qu'il est forcément là pour contrôler ce qui se fait? Exactement, c'est à ce niveau que se trouve le problème. Alors, je devrais dire qu'il y a 5 niveaux à travers lesquels on peut contrôler ce que les enfants font sur les réseaux sociaux. Déjà, les 3 premiers niveaux concernent essentiellement le parent. C'est le parent qui achète le téléphone, quand bien même il ne l'achète pas. C'est encore un problème parce que l'enfant a autour de lui différentes options qui lui permettent d'avoir un téléphone. Souvent même, le parent achète un téléphone alors que l'enfant en a 2 ou 3. Bah oui. Et les autres, le parent ne les connaît pas. Donc, les 3 premiers niveaux concernent le parent. Le premier niveau, c'est celui du dialogue. Le parent doit discuter. Et en fait, ces 3 niveaux se passent pendant l'initiation. Parce qu'il faut comprendre que l'enfant a besoin d'être initié, d'être accompagné dans son accès aux réseaux sociaux. Et pour cela, il faut lui dire, il faut discuter avec lui sur les avantages, mais aussi sur les inconvénients. C'est-à-dire que l'éducation qu'il reçoit
par rapport sur le plan relationnel dans la famille est la même qu'il doit recevoir sur le plan de son accès aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que les parents doivent s'intéresser, mais alors de près, à ce que fait l'enfant dans les réseaux sociaux. D'accord. Ils doivent être leurs followers, les premiers followers. Ça veut dire que si c'est Instagram, Facebook, c'est vrai que l'enfant, quand il est vraiment déterminé, il peut avoir peut-être d'autres comptes, oui, mais on peut les traquer. Mais toujours est-il que quand le climat de confiance a régné au départ, il est difficile que l'enfant sorte d'un certain canevas. Si le parent s'intéresse donc à ce que fait l'enfant, il le suit, il lui a déjà dit au préalable ce qu'il doit diffuser, ce qu'il ne doit pas diffuser, alors il y aura beaucoup moins de problèmes. Le troisième niveau, c'est l'usage que le parent lui-même fait des images de l'enfant. Puisque, effectivement, nous nous plaignons que les enfants sont dans les réseaux sociaux, alors que dès la naissance, dès le premier jour, on les a affichés. Oui. Ils ont ce qu'on appelle l'empreinte numérique. Et cette empreinte numérique, parfois, nous ne contrôlons pas ce qu'on y met. Souvent, on diffuse des images très privées, très intimes de ces enfants qui sont en fait des innocents. Et à ce niveau-là, le parent lui-même doit se contrôler et il peut aussi faire appel, je voudrais dire, à d'autres instances qui sont peut-être des logiciels qui contrôlent. Et à partir de cette situation de contrôle, je convoque le quatrième niveau qui est celui de l'État régulateur. Beaucoup de nations, comme vous avez dit par rapport à TikTok par exemple, ont interdit. Et même qu'il y a une notion de connexion limitée. C'est-à-dire que l'État, en collaboration avec les parents, ils peuvent s'organiser pour voir en termes de temps, en termes d'accessibilité, qu'est-ce qui doit être fait pour l'enfant. Et le cinquième niveau, tenez-vous tranquille, c'est l'enfant lui-même. Oui. Parce que effectivement, l'enfant jusque-là reste le meilleur protecteur de lui-même. Puisque nous les parents, beaucoup ne savent pas comment s'y prendre. Ils savent qu'ils veulent acheter le téléphone parce que l'enfant l'exige, mais après ils laissent l'enfant à son propre sort. Or, parce que l'enfant a une éducation spirituelle, il a une éducation religieuse, une éducation familiale, il s'interdit un certain type d'accès. Donc les cinq niveaux sont mis ensemble, vraiment ça transforme ce qu'on peut avoir comme perception des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, dans ce cas, restent un bel outil de connexion, un bel outil de socialisation et non un outil de perversion. Sauf qu'on n'a pas cité dans les 5 niveaux la compagnie. Donc, je vais à l'école, je n'ai pas de téléphone portable, vous l'avez dit, les enfants ont plusieurs moyens pour se connecter. Je n'ai pas de téléphone portable, sauf que mon camarade de classe en a un, voire deux, et il peut m'en prêter, du coup je me crée un compte, je me retrouve dans des groupes WhatsApp. À ce moment-là, comment on fait pour pouvoir gérer cela en tant que parent? C'est pour ça qu'on a parlé des 3 premiers niveaux qui concernent le parent. J'ai dit... Est-ce que c'est toujours évident? Parce qu'ils sont vraiment très malins aussi. Hein, oui, je suis d'accord, mais vraiment ça dépend. Reconnaissons d'abord, nous les parents, que nous ne leur en parlons pas beaucoup. D'accord. Voilà, nous ne leur en parlons pas. Et ils sont dans un jeu de cache-cache avec nous. Et c'est ce jeu de cache-cache qui va à la dérive, qui les amène à la dérive. Puisque quand ils ont l'impression de tricher, de voler les réseaux sociaux, de voler le téléphone parce qu'il leur est interdit, dans ce cas, ils ne sont plus contrôlés. Mais même lorsque l'enfant n'a pas un téléphone personnel et que ses grands frères à la maison en ont, ou bien vous-même, je parle d'initiation, parce que l'enfant apprend l'usage du téléphone à travers le téléphone du parent. Oui. C'est vous qui leur dites, ça, c'est pas pour enfants. Et quand vous commencez à le leur dire, alors qu'ils ont 2 ans, 3 ans, ils comprennent à peine ce que vous dites, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils ont intégré ça. Donc, je me dis vraiment, c'est pas le matériel, c'est pas le téléphone en tant qu'élément matériel qui est important, c'est la relation que le parent tisse avec l'enfant
dans l'usage ou l'utilisation simplement de cet outil. Voilà. Et on a parlé tout à l'heure des groupes WhatsApp et de ce que certains ont qualifié de nouvelles formes de prostitution déguisée qui se passent dans les groupes WhatsApp. Il y en a de plus en plus et parfois même vous êtes ajouté dans ces groupes-là sans votre consentement. Et lorsqu'on essaye d'évaluer la tranche horaire, on va retrouver des adolescents de 15 à 20 ans vraiment qui sont les propriétaires de ces différents groupes WhatsApp-là. À quel moment est-ce que la société a failli? Comment on fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment est-ce que la société a failli? Ben, la société a failli parce que avouons-le, on ne s'est pas préparé du tout à la prolifération de ce qui se passe aujourd'hui. En 1990, dans les années 90, souvenez-vous, il n'y avait pas assez de téléphones. Et aujourd'hui, vous avez les téléphones, les smartphones, jusqu'à dans les fins fonds des villages. Ça veut dire qu'il y a eu une accélération dans l'acquisition des outils et non dans l'accompagnement éducatif qui devrait encadrer tout cela. Donc, à quel moment est-ce que la société a failli? La société a simplement failli au moment où le téléphone est arrivé, au moment où les réseaux sociaux ont commencé à s'implémenter, au moment où nous-mêmes avons présenté des images à nos enfants alors qu'ils n'avaient pas demandé, parce qu'on estimait que c'était intéressant pour eux. Or, les réseaux sociaux sont faits de manière, enfin, je veux dire, le milieu informatique est fait de manière telle que l'image attire. Regardez comment votre studio est très joli. Vous le faites joli parce que dès que quelqu'un le voit, même si ce n'est pas un enfant, il a besoin de revenir vers votre chaîne. C'est un travail très important, neuromarketing que vous faites. Et ce travail est fait également au niveau des réseaux sociaux. Ça fait que quand vous-même vous appelez l'enfant pour qu'il vienne regarder une vidéo, qu'il vienne lire un texte, ainsi de suite, cela laisse de l'empreinte dans son système de pensée et il aura besoin d'y aller. Or, en y allant, on n'a pas prévu qu'il y aurait des pervers qui sont peu nombreux, mais qui, à travers l'aubaine que leur offrent les réseaux sociaux, peuvent diffuser des perversités, des perversions à travers le monde. Donc, la société n'a pas failli, elle est simplement surprise et cette surprise, il est temps qu'elle s'arrête et qu'on sache que nous sommes capables de canaliser, de réguler et puis de rendre ce milieu absolument sain. Puisqu'il n'est pas mauvais dans son essence, on doit simplement l'organiser. Et comment faire avec les enfants? À quel âge finalement, docteur, est-ce qu'on devrait donner un téléphone portable à un enfant en tant que parent? Ça dépend des conditions. Vous savez que là, nous sommes à la télé, il y a des millions de personnes et des millions de cas. Tout à fait. Voilà, donc c'est au cas par cas. Lorsque le parent est à la maison, par exemple, les enfants qui ont la chance d'avoir peut-être leur maman ou un parent à la maison avec un téléphone portable en permanence, ces enfants peuvent être mieux guidés, mieux accompagnés dans l'accès aux réseaux sociaux. Parce qu'ils vont le faire à travers le téléphone de leurs parents. Mais lorsque le téléphone sert de lien, de relais entre l'enfant et le parent, ça devient plus compliqué. Dans ce cas, il est important de bien discuter vraiment, d'ailleurs dans tous les cas, il faut bien discuter avec l'enfant et lui dire, j'ai dit, quels sont les avantages qu'il peut tirer de ça et quels sont surtout les inconvénients et comment il doit se comporter, comment il pose ses pas dans ce milieu très très épineux. Autrefois, on exigeait aux parents d'avoir un ordinateur, un desktop à la maison sur lequel on pouvait travailler, mais aujourd'hui, on exige d'avoir un téléphone portable pour faire ces recherches. Donc, on doit simplement s'adapter. Si on veut bien résumer vos propos, on doit s'adapter et tirer le meilleur finalement des médias sociaux et de tout ce que les médias sociaux ont à nous offrir. Exiger le téléphone portable, je crois que c'est le contraire. En fait, ce qui est conseillé, c'est que, par exemple, le parent lui-même, parce que vous savez, nous sommes les premiers addicts, et puis les enfants apprennent à travers nous. Le parent doit justement installer ses réseaux sociaux sur son laptop. Ça fait qu'il n'irait pas régulièrement vers là. Donc, exiger qu'il y ait un téléphone portable, je crois que le parent lui-même
est la première personne à se débarrasser de son téléphone portable quand il est en famille. Et ça va réguler beaucoup de choses. Justement, merci. Merci à vous. Je vous en prie, docteur. Très bon moment passé avec vous.